Bonjour à tous et à toutes, je suis Justin Weiss, je suis le fondateur et le directeur général du Forum de Paris sur la paix. Dans cette deuxième saison de notre podcast, nous explorons ensemble les grands défis de notre époque et les pistes qui s'ouvrent à nous pour réinventer la diplomatie dans un monde qui change. Réinventer la diplomatie dans un monde qui change, c'est le nouveau slogan du Forum. Nous nous penchons aujourd'hui sur un sujet crucial et que le Forum a abordé dès sa création en 2018, qui est la question de la cybersécurité, avec aujourd'hui comme thème « La guerre cyber n'aura pas lieu » avec un point d'interrogation. Cyberespace, peut-être c'est pas nécessaire de le préciser, mais faisons-le tout de même, est devenu un véritable champ de bataille géopolitique. Ça fait déjà un certain temps, au moins 10 ans, 15 ans peut-être. Au-delà des prises d'otages numériques, des rançongiciels, les cyberattaques visent aussi à voler des informations stratégiques, à saboter des infrastructures critiques et à paralyser le fonctionnement même de pays entiers. Tandis que les actions de désinformation, souvent massives, déstabilisent nos démocraties, déstabilisent des élections, comme on l'a vu en Europe orientale en particulier. Mais où se situe le seuil de la guerre ? Est-ce qu'on peut parler de cyberguerre ? À partir de quand est-on en droit de riposter ou simplement doit-on riposter ? Et jusqu'où peut-on aller pour se protéger simplement en se déconnectant ? Est-ce que c'est ça la solution ? Et puis, quel est le rôle de l'intelligence artificielle ? Elle redéfinit les règles de la cybersécurité, évidemment. Elle fait avancer à la fois l'épée, c'est-à-dire les cyberattaques, et le bouclier, les cyberdéfenses. Mais quel est le nouvel équilibre qui est créé par cette utilisation de l'intelligence artificielle ? Et surtout, est-ce que les Européens maîtrisent suffisamment ces technologies et les différentes couche de cette technologie pour pouvoir avoir une véritable souveraineté numérique. Ce que la fiction anticipe dans le dernier épisode de Mission Impossible ou dans Le Monde après nous est en train de devenir réalité. Le cyberespace s'impose comme l'arme des conflits futurs. Je ne dis pas que l'entité va prendre contrôle de nos vies, mais enfin, tout de même, on s'approche des scénarios d'anticipation qu'on peut voir dans le cinéma hollywoodien. Et pourtant, on voit ce désordre croissant, cette conflictualité croissante, et pourtant, il n'y a pas de règles véritables qui ont été mises en place, comme on l'a vu dans le monde réel, avec le droit de la guerre, qui remonte à des temps très anciens, à la guerre quasiment, la réglementation des armes autorisées, des modes d'attaque et de défense, le droit de protection des civils, etc. Pour discuter de ces questions cruciales et pour accompagner le travail que fait le Forum avec ses acteurs privés, ses acteurs publics et toutes les catégories d'acteurs que nous regroupons, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités qui vont nous guider un peu sur ces questions et qui vont nous dire ce qu'il faut en penser. D'abord, Michel Vandenberg, qui est président de SecLab et fondateur du Campus Cyber. Vous êtes entrepreneur, vous avez été pionnier de la cybersécurité en France et vous avez fondé Atheos en 2002 avant de devenir le CEO, le PDG, dira-t-on en français, d'Orange Cyberdéfense, que vous avez transformé en leader européen de la cybersécurité. En 2019, le Premier ministre, c'était alors Édouard Philippe, vous a confié la mission de créer le Campus Cyber, le premier lieu, le premier campus européen dédié à la cybersécurité, inauguré en 2022. Vous allez pouvoir notamment nous éclairer sur les enjeux de souveraineté numérique, cette notion de souveraineté qu'on va essayer de décortiquer un peu, et de la protection des infrastructures face aux menaces hybrides. Je suis très heureux aussi d'accueillir Yasmine Douadi, fondatrice de Riskintel Media et du Riskintel Group, en 2020, qui est aujourd'hui le premier média B2B spécialisé en cybersécurité et gestion des risques. Vous décryptez ces enjeux via différents formats d'émissions qui touchent un plus large public que les seuls professionnels, mais d'abord les professionnels. Vous avez également fondé le Risk Summit, qui est un sommet qui rassemble 350 décideurs de l'écosystème cyber, RSSI, directeur des risques, fournisseurs de solutions, etc. Autant de ateliers de travail et de tables rondes qui sont filmés et rediffusés. Et je vais vous demander, Yasmine, de nous éclairer sur l'évolution des menaces cyber et les défis auxquels les organisations font face dans leur gestion des risques numériques. Et enfin, je suis très heureux d'avoir dans ce podcast mon collègue Pablo Riz, qui est responsable cybersécurité au Forum de Paris sur la paix et qui était présent déjà pendant notre première saison. Il est notamment en charge du secrétariat de l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui a été la première
coalition multi-acteurs du forum dès 2018, une coalition qui rassemble plus de 80 gouvernements, plus de 800 entreprises, des gouvernements locaux, comme on ne dit pas en français, on devrait dire des collectivités locales, des ONG, des universités et d'autres pour établir des normes de comportement responsables dans le monde numérique. Donc, merci beaucoup à tous les trois de vous être rendus disponibles pour ce podcast. Et je voudrais qu'on commence parce que certains des auditeurs ne seront pas forcément très au courant de ça, par une sorte de typologie des cybermenaces et peut-être je dirais presque d'une priorisation. Qu'est-ce qui est le plus grave et quelles sont les différentes cybermenaces et surtout celles qui menacent le plus notre pays? Est-ce que, Yasmine, vous pourriez nous éclairer là-dessus pour commencer? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Par rapport aux menaces, je ne dirais pas qu'il y a des menaces plus graves que d'autres parce que tout va dépendre du secteur d'activité de l'entreprise. Vous prenez une entreprise comme Le Bon Coin qui reçoit par exemple une attaque DDoS, c'est-à-dire plusieurs attaques à la suite qui vont mettre à plat en fait, la plateforme, et ben, elle ne peut plus vendre et pour elle c'est critique puisque finalement sa plateforme de vente est son premier, on va dire son premier moyen de faire du revenu. Vous prenez une entreprise comme Framatome qui va gérer plutôt le nucléaire français, c'est pas une attaque DDoS qui va être problématique, ça va être une autre typologie. Donc vraiment, en fonction de votre secteur d'activité, vous allez avoir en fait une attaque qui va être critique pour vous. Et puis évidemment, le tissu économique français, ça reste des TPE-PME. À ce moment-là, vous mettez en place quelque chose de très simple, comme tout simplement un mail de phishing. On vous bloque l'ensemble de votre système d'information, on vous vole des données et vous pouvez vous retrouver demain à fermer tout simplement votre entreprise. Donc je dirais qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des attaques qui existent dans la cybersécurité, vous avez pléthore de typologies d'attaques. Elles sont toutes critiques les unes par rapport aux autres. Tout va dépendre du timing, du moment où vous le faites. Tout va dépendre de votre secteur d'activité. Et bien évidemment, tout va dépendre de si vous étiez préparé ou pas, si vous avez mis en place un plan de continuité d'activité, un exercice de gestion de crise. Donc la préparation, je pense que c'est la clé. Je pense que mes collègues diront la même chose. Le risque zéro n'existe pas. Toutes les cyberattaques se valent. Il faut être prêt justement à faire face à une potentielle attaque. Michel ? Oui, peut-être qu'on peut séparer en deux les typologies de cyberattaques. Il y a des cyberattaques qui sont à but de pouvoir faire de l'argent, donc ce qu'on appelle vulgairement le ransomware, dont on parle beaucoup d'ailleurs, qui est donc de pouvoir récupérer les données ou d'arrêter justement un système d'information en disant voilà, tant que vous n'aurez pas payé la rançon, vous ne pourrez pas récupérer aujourd'hui votre système d'information. Puis une deuxième typologie d'attaque, qui est celle dont on peut parler aussi, qui sont les attaques plutôt pour pouvoir nuire justement au fonctionnement d'un pays, au fonctionnement d'une entreprise, de pouvoir récupérer de l'information stratégique, de pouvoir bloquer aujourd'hui des entreprises qui sont extrêmement sensibles pour justement nuire au fonctionnement d'un pays. Voilà. Donc il y a deux typologies d'attaques et souvent d'ailleurs les acteurs et les décideurs de ces attaques sont différents. D'un côté, on est plutôt sur des acteurs typologie mafieuse et très très bien organisés, et de l'autre côté, souvent des attaques plutôt de type étatique, donc sponsorisées en tous les cas et administrées par des États. Et est-ce qu'il n'y a pas de porosité entre ces deux types d'acteurs? C'est-à-dire, est-ce que les hackers, dont on sait qu'ils sont très souvent à vendre entre guillemets ou à louer, ne sont pas les mêmes noms? Est-ce qu'il y a vraiment des attaques de type étatique et des attaques de type crapuleux? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, c'était ce qu'on appelait des hackers noirs qui développaient leurs outils pour pouvoir attaquer. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui veulent faire des cyberattaques qu'eux développent, mettent à disposition sur des plateformes aujourd'hui des outils d'attaque, les vendent, et enfin, en fonction de ça, c'est utilisé soit par des États, soit par des gens qui ne connaissent même rien à la cybercriminalité. Voilà, ils ont juste à acheter une attaque. Les outils sont très bien faits, il y a même un service après-vente, une attaque DDoS d'une heure achetée, une heure gratuite, etc., etc. Voilà, on est vraiment sur le dark web, sur aujourd'hui une partie extrêmement commerciale des cyberattaques. Et de l'autre côté, on a des attaques avec des armées aujourd'hui de cyberdélinquants, sponsorisées par des États qui là ont d'autres buts, soit d'infiltrer et de se faire le plus discret possible pour récupérer de l'information stratégique, soit de saboter pour arrêter aujourd'hui des activités assez critiques, comme par exemple des réseaux hertziens pour les attaques de drones, etc., etc. Pablo, depuis qu'on a commencé le travail sur la cybersécurité en 2018 au Forum avec l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, les menaces ont un peu évolué. Comment est-ce que tu regardes cette évolution des menaces et peut-être des priorités? Parce qu'on s'est occupé
successivement des différentes menaces. Quel est le regard que tu portes sur ces acteurs ? Mais je pense que je vais me placer dans la continuité de Michel et d'Yasmine, à savoir, en tout cas, du point de vue de l'État, parce que c'est un prisme sur lequel je travaille un peu plus que du point de vue des entreprises privées. Effectivement, il faudrait éviter de faire l'économie du traitement d'une menace qui est persistante et existante, même si elle n'était jugée pas prioritaire. Aussi, parce que ça a été rappelé par Michel, il y a un enchevêtrement qui est de plus en plus tangible sur ces dernières années entre les techniques qui sont mobilisées dans une même opération, où effectivement l'élément le plus saillant peut être l'intrusion dans les systèmes d'information et le vol de données, mais où après analyse, on observe qu'il y a effectivement aussi un versant un peu plus informationnel ou d'influence, et donc il y a une porosité entre ces techniques, et il y a aussi une porosité entre les acteurs, où on voit effectivement que les distinctions qui avaient été établies entre criminalité organisée, entre activisme ou entre groupes sponsorisés par des États est beaucoup plus poreuse aujourd'hui que ça l'était avant. Pour revenir très rapidement sur ce que disait Michel, justement sur cette commercialisation du cyberoffensif, nous c'est quelque chose qu'on a traité à partir de 2022 au forum, alors que c'était une question qui était assez confidentiel, précisément aussi parce que ça met les États dans un certain malaise, qui est effectivement la question de la sous-traitance, alors, éventuellement sur le dark web, mais également à des entreprises privées régulièrement établies. Des cybermercenaires, en fait. Ce qu'on a pu nommer effectivement des cybermercenaires, ou en tout cas des vendeurs d'outils offensifs ou d'outils de surveillance, avec des scandales assez retentissants comme Paragon, Pegasus, où effectivement il y avait des entreprises, en particulier basées en Israël, parce que c'est un secteur assez florissant dans cet État, qui vendaient une prestation de service à d'autres États, en particulier pour effectivement pénétrer le téléphone. Alors a priori de la criminalité organisée et du terrorisme, mais pas mal de rapports de journalisme d'investigation notamment ont montré que ça ciblait également, alors non seulement des opposants politiques ou des défenseurs des droits de l'homme sur le propre sol des États contractants, mais également des représentants jusqu'au plus haut niveau de l'État de pays étrangers. On en a eu un exemple assez frappant avec notre propre président de la République qui a été dont l'iPhone a été pénétré de manière assez invasive. Donc effectivement, c'est un phénomène qui est en plein essor et qui vient encore plus brouiller les pistes et les catégories usuelles qu'on évoquait en début d'émission. Où en est-on de la question de l'attribution ? C'est-à-dire que là, on a parlé des typologies des menaces et puis de la typologie des acteurs. On voit qu'il y a en gros deux grands types de menaces, mais une certaine porosité à la fois dans les modes d'attaque et dans ceux qui vont les perpétrer. Évidemment, on sait bien, enfin, tous les auditeurs savent qu'un des grands problèmes des cyberattaques et de la cyberguerre, c'est celui de l'attribution. On ne sait pas d'où le coup de feu est parti, en quelque sorte, et ce qui permet évidemment à certains acteurs de masquer le fait qu'ils attaquent. Est-ce que cette question, qui était très présente au début de la montée en puissance de problèmes de cybersécurité, a évolué ? Est-ce qu'on est plus à même qu'auparavant de faire de l'attribution, ou est-ce qu'on a toujours une retenue à la fois technique et politique, je dirais, à désigner, à montrer du doigt ceux qui sont les acteurs de ces attaques ? Alors c'est vrai que techniquement, ça reste compliqué aujourd'hui de pouvoir attribuer une attaque, et encore plus quand il s'agit d'un cadre de cyberdéfense. Donc on parle d'État, et donc là vous parliez très bien justement de l'aspect politique. J'avais fait justement une table ronde sur la threat intel, où autour de la table on avait plusieurs experts de ce domaine. Donc la threat intel justement se retrouve à traiter beaucoup d'attaques ou de mouvements qui se passent sur le darknet liés justement au dysfonctionnement géopolitique. Et tous les chercheurs autour de la table m'expliquaient que ce n'était pas leur rôle en tant qu'expert en cybersécurité, en tant que chercheur, d'attribuer une attaque, parce qu'il y avait toute une notion de diplomatie et de politique derrière. Que eux, leur objectif, c'était effectivement de recenser ce qui s'y passait, de pouvoir identifier potentiellement des mouvements de cybercriminels, mais que ce n'était pas leur rôle. Ça, c'est d'un point de vue déjà de l'expert en cybersécurité. Il vous répondra que ce n'est pas à lui d'attribuer justement un pays. D'un point de vue politique, c'est toujours très compliqué de pointer du doigt un pays. On avait eu justement, par contre, cette année, pour la première fois, le gouvernement qui avait attribué justement à
confiée au renseignement russe. Donc c'est une grande première, en tout cas, qui a eu cette attribution-là, parce que pendant des années, il y a eu des cyberattaques qui ont été justement conduits par ce groupement criminel. Donc on avait la suspicion que c'était bien le gouvernement russe qui était derrière, mais on n'avait jamais eu justement de validation formelle et encore moins de communiqué du gouvernement français. Ça s'est produit en 2025, donc on a pu le rattacher justement au gouvernement russe. Néanmoins, je répéterai, pour un expert en cybersécurité, il vous répondra que ce n'est pas son rôle d'attribuer, parce que vous avez toujours des faux positifs, parce que c'est toujours très compliqué et qu'il y a énormément de problématiques autour de la diplomatie derrière. C'est fort, ça veut dire beaucoup de dire qu'un pays en fait attaque par exemple la France ou que conduit en fait des mouvements de guerre dans le cyberespace. Je me souviens qu'au cours de la décennie précédente, on avait fait observer que le nombre de cyberattaques chutait au moment du Nouvel An chinois et que donc forcément certains en déduisaient une responsabilité d'acteurs situés en Chine qui ont le droit aussi à prendre un peu de bon temps. Michel, sur cette question de l'attribution, peut-être ? Je ne peux redire que ce qu'a dit Yasmine. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, l'attribution était réservée à la partie défensive de l'État et au ministère de la Défense, donc qui aujourd'hui d'ailleurs sont les seuls à pouvoir riposter et avoir un rôle offensif dans la cybersécurité. C'était un peu tabou, on n'en parlait pas. On a quand même commencé à parler un tout petit moment que tout le monde espionnait tout le monde, en tout cas dans le numérique, et que quand on pouvait récupérer une information assez facilement, les gens ne se gênaient pas pour pouvoir le faire. Vous vous rappelez que François Hollande, sa boîte mail était espionnée, et que ce n'était pas espionné par des Chinois, mais bien par des Américains, qui ont dit « Ah, enfin, les Français, vous commencez à détecter qu'on vous espionne. » Donc voilà, on fait progresser un petit peu les systèmes de défense. Voilà, il faut savoir que dans le monde numérique, tout le monde écoute tout le monde, et tout le monde se renseigne sur tout le monde. Il ne faut pas confondre alliés et amis. Voilà, c'est ça. Le cyberespace est devenu un terrain, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui d'affrontement, un terrain de guerre aujourd'hui, et on le voit que dans la guerre aujourd'hui, qu'il y a des différentes guerres qui ont eu lieu aujourd'hui, le numérique est utilisé justement pour brouiller les fréquences de drones, etc., etc. Voilà, donc c'est un cas, enfin ça c'est concret. Aujourd'hui, effectivement, oui. Les Chinois, les Russes, mais d'autres pays aujourd'hui, tout le monde observe tout le monde essaye d'avoir de l'information en avance par rapport à d'autres. Voilà, ça fait partie de notre quotidien, oui. Je rebondirai sur ce que tu as dit, Michel, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire attention en fait à ne pas juste pointer du doigt la Chine ou la Russie, parce qu'effectivement tout le monde s'écoute. On peut être allié politiquement et être concurrent économiquement. Et donc dans ce cadre-là, vous allez avoir de l'espionnage industriel, du cyberespionnage. Donc effectivement, je reviens sur ce qu'a dit Michel, tout le monde s'écoute. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Pablo tout à l'heure. Il a pointé alors un autre type de porosité qui se situe entre le domaine des cyberattaques que je qualifierais, étant béotien sur ces questions-là, de technique, c'est-à-dire le vol de données en s'introduisant dans les réseaux d'une organisation d'un côté, et puis les attaques de la sphère informationnelle, c'est-à-dire utilisant en particulier les réseaux sociaux, mais pas uniquement, pour faire quelque chose qui est très ancien dans les relations internationales et dans l'art de la guerre, qui est de l'agit-prop, de la subversion, de la cinquième colonne, des psy-ops, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose d'assez ancien. Simplement, le numérique a évidemment donné d'autres armes, d'autres outils. Et alors, la question que j'avais, c'est est-ce que cette frontière entre les armes à proprement parler cyber et puis cette sphère informationnelle s'est développée? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle évolue? Et est-ce qu'il faut confondre les deux ou il faut continuer à intellectuellement les séparer? Alors effectivement, depuis 2016, on voit que la porosité dont on parlait tout à l'heure s'applique aussi à la distinction entre informationnel et intrusion dans les systèmes d'information notamment. C'est par exemple ce qu'on peut qualifier d'attaque de hack and leak, où effectivement l'élément le plus saillant va être la pénétration dans des systèmes d'information de tierces parties pour en extraire des données, mais le leak de ces mêmes données va obéir à certains objectifs d'influence, des objectifs qui sont informationnels. Je pense que du point de vue des cercles politiques, cette distinction tient encore, car elle est encore utile pour structurer une action. On voit même au sein même de l'organisation de l'État français qu'il y a une cellule qui a été créée spécifiquement, qui s'appelle Viginum, sous la houlette du secrétariat général pour la défense nationale, qui traite spécifiquement de ce versant opérationnel des opérations cyber, mais qui travaille bien sûr en bonne intelligence avec l'ANSSI, qui traite de ce versant beaucoup plus traditionnel des attaques cyber.
au Risk Intel Group et dans les différents contenus que vous produisez ou dans les réunions que vous organisez au Risk Summit et ailleurs, est-ce que vous traitez aussi, Yasmine, des attaques informationnelles, ou alors est-ce que vous vous cantonnez au risque cyber plus étroitement défini ? Alors, on va dire les deux. Nous, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser le grand public à la cybersécurité dans sa globalité, tout simplement parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, la cybersécurité doit être en fait un sujet de société. Et typiquement, depuis tout à l'heure, on parle effectivement de l'aspect, je dirais, macro, c'est-à-dire de toutes les ramifications au niveau géopolitique. Et parfois, quand on a ce discours-là, on peut facilement déconnecter le grand public qui ne se sent pas concerné, puisqu'il va se dire c'est une guerre entre gouvernements, c'est une guerre dans un cyberespace qui ne va toucher que les grands de ce monde. Ce qui est faux, puisque finalement, tout le monde est un travailleur, un collaborateur dans une entreprise et peut-être une porte d'entrée dans un ministère comme dans une entreprise privée. Et on parlait tout à l'heure justement des réseaux sociaux, un petit peu de ce qui se passe sur l'espace des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, on arrive à collecter un ensemble de données de la vie du quotidien de tout le monde qui nous permet finalement de les manipuler, à faire des erreurs et à être une porte d'entrée pour ces entreprises ou même ces administrations publiques. Moi, j'ai vu quelque chose d'assez récent qui s'est produit pour ma propre société et que je trouve assez intéressante. On utilise tous LinkedIn notamment pour pouvoir communiquer sur les nouveaux postes que nous avons, parce que tout le monde est très content de dire j'ai pu rentrer dans telle ou telle entreprise. Et nous, on s'est aperçu chez Risk Intel Media que dès qu'on avait un nouveau collaborateur qui nous rejoignait et qui mettait en place cette typologie de messages, il recevait dans les semaines à venir un message se faisant passer par moi, puisque j'ai été identifiée comme CEO. Parce qu'aujourd'hui, avec LinkedIn, si on regroupe LinkedIn plus Instagram, plus toute notre présence digitale, notre identité numérique, on est capable d'avoir une carte d'identité parfaite en fait de tout le monde, de savoir comment sa famille est constituée, où il travaille et quels sont ses centres d'intérêt, et de faire des messages, donc des mails qui sont particulièrement réalistes. Et vous me demandiez tout à l'heure justement quelles sont les attaques les plus importantes ou pas. En tout cas, aujourd'hui, malgré le fait qu'on a des cyberattaques qui sont extrêmement poussées, techniquement parlant, la réalité, c'est que les campagnes de phishing restent le premier point d'entrée dans une entreprise avec 87% des attaques qui finissent par se réaliser. C'est quelque chose d'extrêmement simple à réaliser, à mettre en place. Ça ne demande pas une technicité très forte et ça touche tout le monde. Et à partir de là, vous êtes un collaborateur dans une entreprise ou dans un gouvernement et donc vous devenez de facto une porte d'entrée. Michel, est-ce que le facteur humain reste la plus grande vulnérabilité, ou alors on a des réseaux qui sont fondamentalement vulnérables et ce n'est qu'une des portes d'entrée ? Alors, c'est qu'une des portes d'entrée, déjà. Voilà. Après, moi, ça me saoule un peu, excusez-moi du terme, de toujours dire les problèmes informatiques viennent, on dit souvent, c'est ce qui est entre le clavier et la chaise. Voilà. Et oui, sûrement, mais effectivement, c'est à nous, professionnels, de faire ce que ça n'arrive pas. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de l'automobile. Dans l'automobile, tout le monde dit « mais moi, je conduis bien, c'est les autres qui ne savent pas conduire, même bourré, je conduis bien ». Et en fait, ce qu'ont fait les constructeurs automobiles, d'abord, la loi, on nous a obligés à mettre une ceinture, à respecter le code de la route, à ne pas dépasser une certaine vitesse. Et deux, les voitures, par elles-mêmes, sont devenues de plus en plus sûres. C'est-à-dire que vous preniez un véhicule, vous fonciez à 100 km/h sur un mur il y a 25 ans, vous emplafonniez dans le mur et vous mourriez. Aujourd'hui, votre voiture, grâce à l'intelligence artificielle, etc., va s'arrêter malgré vous. Voilà, c'est ça sur lequel on doit travailler aujourd'hui en termes de cybersécurité, c'est de dire, voilà, les phishing, dont parlait Yasmine, sont de mieux en mieux faits. Avec l'IA, aujourd'hui, les arnaques au président sont de mieux en mieux faites. On est capable de pouvoir simuler votre présence dans une visioconférence, refaire votre visage, etc. etc. Donc, les gens, même si on les sensibilise, n'ont pas tous les outils nécessaires pour pouvoir protéger leur entreprise. Donc, c'est à nous de mettre en place des outils pour qu'effectivement, s'il y a doute, on remonte une alerte et on regarde si, effectivement, la personne qui veut faire une typologie d'action est bien la bonne personne. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Michel, parce que je vais imager ce que tu viens de dire parfaitement. Donc Michel explique, certes, on a l'être humain qui potentiellement est une faille, donc on peut le sensibiliser, mais il faut avoir tout un ensemble autour. Donc tu as parlé justement de la voiture avec la loi, donc un cadre réglementaire, des politiques internes et des outillages. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée récemment, ça fait 1 an à Hong Kong. Donc il y a un collaborateur qui reçoit un mail qui lui propose donc de se connecter à une réunion Zoom, Microsoft, que sais-je, et donc il se connecte et il se retrouve face finalement à 2 collègues à lui, donc il reconnaît, puisqu'il les reconnaît visuellement, il reconnaît également la voix, c'est bien ces 2 collègues, et ces 2 collègues lui demandent dans l'urgence d'effectuer un virement, je crois, de 25 millions. On ne parle pas de petits chiffres, 25 millions de dollars, il s'exécute. Et donc, si vous posez la question à des experts en cybersécurité, comme Michel vient de vous dire, ils vous disent très bien, on aurait pu sensibiliser la personne. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas un processus interne qui puisse avoir plusieurs étapes de validation quand il s'agit d'un virement de 25 millions de dollars. Donc on voit bien que là, certes, il y a un problème de sensibilisation, mais au-delà de ça, il y a des failles partout qui sont dans les politiques internes de l'entreprise. Voilà. Absolument.
Sécurisation des outils, des réseaux pour pas justement que tout repose sur le facteur humain, mais aussi peut-être règles. Et là, je voudrais en venir à une autre question. Peut-être je me tourne vers toi, Pablo, qui est celui de la définition de règles entre États. Pour limiter ce genre de pratique, ce genre d'attaque. Est-ce que tu pourrais simplement résumer peut-être ce qu'on a essayé de faire au forum avec l'appel de Paris et plus généralement cette tentative d'émuler, disons de reproduire ce qui existe dans le monde réel, dans le monde cyber où c'est beaucoup plus difficile et faute de grands accords de Genève du cyber auquel on pourrait rêver, qu'est-ce qu'on a peut-être essayé de faire pour qu'il y ait un minimum de règles, que ça ne soit pas le Far West? Alors, je pense que tu as touché un point qui est un peu le serpent de mer effectivement des processus internationaux, qui est à savoir l'application du droit international existant ou éventuellement la création de nouvelles normes pour coller à ces nouvelles réalités contemporaines du cyberespace, avec l'élément central qui est effectivement de savoir quel est le seuil de déclenchement d'une guerre aux moyens cyber. Aujourd'hui, au risque d'apparaître un peu comme trop légaliste, je ne sais pas ce que c'est qu'une cyberguerre. Je ne le sais pas parce que le droit international ne nous le dit pas. Il y a eu des travaux importants qui ont été réalisés par des groupes d'experts, notamment ce qu'on appelle le manuel de Tallinn, qui était un groupe d'experts mandaté par l'OTAN et qui travaille depuis 2013 sur la question. Le Comité international de la Croix-Rouge, qui est ce promoteur, ce gardien du temple des conventions de Genève, travaille également sur ces nouvelles réalités des conflits et sur l'utilisation de moyens TIC dans ce contexte. Mais pour ce qui est de l'accord des États, parce que c'est bien l'accord des États qui font le droit international, on peut voir sur la base de 2 ans de négociations cyber aux Nations Unies qu'on est encore très loin de s'entendre sur le détail de l'application du droit international dans le cyberespace, même si les États ont consenti à reconnaître de manière assez vague et générale que le droit international, notamment la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire, avait vocation à s'appliquer. Ce qui a permis nos travaux au forum, et en particulier l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, c'est d'impliquer notamment les acteurs académiques, la société civile, et donc les acteurs plus traditionnels en droit international, dans ces questions de politique cyber et de faire une jonction avec les préoccupations du secteur privé. Et c'est ce qui a aussi permis un certain dynamisme qui ne résout pas tout, mais qui en tout cas est assez bienvenu pour progresser vers cette voie de la clarté du droit international applicable aux opérations cyber. C'est ça, donc c'est une sorte d'aspiration à un droit de la guerre cyber, mais qui n'est pas réalisé encore. C'est ça qu'on n'arrive pas à saisir, au fond. Qui n'est pas réalisé. Pour l'instant, effectivement, il y a des doctrines qui sont propres à chaque armée, qui sont élaborées sur la question. Ça reste effectivement unilatéral, opportuniste et subjectif. Pour l'instant, il n'y a pas d'accords internationaux sur la question. Ouais. Ouais. Michel, est-ce que ça aiderait d'avoir un droit de la guerre en tant que praticien depuis plus de 20 ans de la cybersécurité, d'avoir une armature juridique internationale un peu plus... Le droit de la guerre n'a jamais empêché les guerres, on est bien d'accord, mais dans le monde réel. Mais dans le monde cyber, il y a encore moins de règles, de normes internationales, de retenues, je dirais. Est-ce que ça aiderait ou alors c'est un rêve lointain qui ne changerait pas grand-chose, compte tenu des problèmes d'attribution notamment, et que chacun fait un peu ce qu'il veut en secret? Bah voilà, en fait, une guerre physique, c'est physique. Voilà, effectivement, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, essayer de respecter, faire des traits pour récupérer les blessés. Enfin, moi, c'est pas trop mon domaine, la guerre aujourd'hui, mais ce que je vais exprimer, c'est le cyberespace aujourd'hui déjà. On vient de le dire, il n'est pas défini. Le seuil aujourd'hui d'agression, il n'est pas défini. Est-ce qu'on parle d'espionnage? Est-ce qu'on parle d'extorsion de données, etc. etc. Donc c'est extrêmement flou. Voilà, donc c'est la grande complexité aujourd'hui de réguler aujourd'hui ce cyberespace, surtout quand on parle de cyberguerre. Ouais. Alors, moi, je rebondirai sur ce que vous avez tous les deux dit. Je laisserai, je pense, les juristes s'exprimer sur cette question-là, parce qu'il doit y avoir quand même des ramifications juridiques, et ils sauront mieux expliquer cette partie-là. D'un point de vue de la cybersécurité, il faudra néanmoins faire, je pense, une distinction claire entre ce qui est possible techniquement
et ce que le cadre juridique va imposer. Parce que très souvent, on s'aperçoit quand même que parfois, il y a une mauvaise compréhension de ce qui peut être fait dans la cybersécurité. Je sais qu'il y avait eu certains projets de loi, notamment en France, qui, pour pouvoir protéger contre la pédocriminalité ou contre le trafic de drogue, souhaitaient mettre en place sur des messageries des backdoors qui seraient potentiellement uniquement pour justement les membres du gouvernement pour pouvoir surveiller. Sauf que on le sait très bien en cybersécurité, quand vous mettez une backdoor, la backdoor peut être prise par tout le monde, potentiellement aussi des cybercriminels. Donc vous voyez, ça c'est un exemple parfait entre une volonté, donc pavé de bonnes intentions, de pouvoir réguler quelque chose, et puis techniquement ce qui est possible d'être fait. Donc je mettrai juste un point d'intention sur oui, potentiellement avoir un cadre juridique pour la cyberguerre, mais voir ce qui est possible réellement d'être fait techniquement. Michel. Ouais. Et jusqu'où on va d'ailleurs. Quand j'étais chez Orange, on parlait tout à l'heure, tout au début de l'émission, des attaques DDoS, vous savez, des attaques de saturation de réseau. Bon, voilà, nous, on a beaucoup de clients bancaires qui sont d'ailleurs toujours sujets à cette typologie d'attaque. Ouais, ça n'a pas disparu. Bon, voilà. Quand moi j'étais opérateur, nous, on a une puissance de feu réseau qui était extraordinaire. Donc on pourrait dire, voilà, le cybercriminel, à partir du moment où il attaque une banque, nous, on lui renvoie encore plus de flux et on riposte par rapport au cybercriminel. Voilà. Ça, aujourd'hui, il y a une doctrine qui est faite, qui est de dire les intégrateurs, acteurs privés du domaine sont là pour défendre et non jamais... Pas de hackback, c'est voilà, ça? Exactement. Voilà. Ça, c'est vraiment du ressort de l'État, du ComCyber, du ministère de la Défense, etc. etc. Ça, pour l'instant, c'est plutôt respecté. C'est respecté. Voilà. Pourtant, ça doit démanger. Quelquefois. Le hackback, précisément, qui avait été consacré par l'appel de Paris, ou plutôt la prohibition du hackback, notamment pour les acteurs privés. Peut-être très rapidement, pour revenir au début de mon intervention sur cette question, je ne sais pas ce que c'est qu'une guerre déclenchée par le cyber. Par contre, les conflits récents nous offrent de plus en plus d'enseignements sur la place qu'occupe le cyber dans des guerres plus conventionnelles, avec forcément, en cas d'étude principale, le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine, où effectivement on avait promis à peu près la fin des temps qui aurait été déclenchée par la Russie. On voit que c'est que ça doit être en tout cas nuancé, voire minoré, et je pense qu'on n'est pas à bout des enseignements qu'on peut tirer de cette guerre qui a commencé en 2022. Oui, c'était une des surprises en effet de l'attaque de février-mars 22, c'était que le onslaught, comme on dit en anglais, la grande attaque cyber a peut-être eu lieu, mais en tout cas elle a été équilibrée par des défenses. Et alors ça me fait, disons, transitionner vers une autre question qui est celle des moyens. C'est-à-dire on a parlé du seuil de la guerre, on a parlé des règles possibles, d'une forme de droit international de la cyberguerre, malgré la difficulté de la circonscrire, en fait. Mais il y a aussi simplement la question des moyens, et donc de créer un équilibre des forces, des investissements dans les défenses cyber, des recrutements, avoir suffisamment de talents qui s'occupent de cette défense-là. Quelle est votre évaluation de ces moyens? Est-ce que nous y consacrons collectivement suffisamment de moyens? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels cet aspect-là est négligé et nous rend vulnérables aux cyberattaques? Yasmine. Alors c'est une bonne question sur la partie sur les moyens. On consacre des moyens, notamment pour faire émerger des pépites, puisqu'on a des pépites françaises, on a de très belles entreprises. Maintenant, la réalité nous rattrape très vite et on se retrouve face à deux éléments. Le premier est que pour pouvoir, en fait, ce que disent les entreprises scaler, donc sortir, s'internationaliser de la France et donc peser au même titre qu'un groupe américain, parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il reste quand même très majoritaire. Ça demande des moyens financiers extrêmement forts. Et aujourd'hui, on a pu prouver malheureusement que même si on consolide au niveau européen nos forces, on n'arrive pas à faire des levées de fonds qui sont aussi importantes que celles qu'on peut voir notamment aux États-Unis, de telle sorte que parfois, si on veut aller au-delà, on est obligé de faire entrer des fonds également américains. Et je prends l'exemple de Mistral, qui, même si c'est une pépite française, à un moment donné, s'est retrouvée face à un mur. Elle était obligée également en fait, de faire rentrer tout simplement des fonds américains pour pouvoir matcher en fait, les fonds financiers nécessaires au développement de cette technologie-là. Donc déjà, on a cette première partie qui va être comment on fait pour pouvoir financièrement soutenir ces pépites et s'assurer qu'elles puissent se développer et donc devenir un concurrent en fait, au même titre que ce qu'on voit chez les éditeurs américains. Et puis après, vous allez avoir la deuxième conséquence, c'est comme on n'arrive pas parfois à avoir ce genre de financement, on développe de très belles pépites, mais qui se font racheter in fine par les Américains, et donc qui passent sous le drapeau américain. C'est le cas notamment de Valdez Secure, très récemment, qui est une entreprise initialement donc française, qui s'est battue pendant des années justement pour ne pas être rachetée par un concurrent américain, qui a trouvé finalement une sorte de résolution il y
a 1 an auprès d'une entreprise allemande, donc qui a fusionné avec cette entreprise allemande avec cette volonté, cette aspiration de créer un groupe européen et qui en mars dernier, je crois même pas en mai dernier, en fait, finalement s'est fait racheter malgré tout par ce premier concurrent américain et donc on a perdu cette pépite-là. Donc voilà, je pense qu'au niveau, en tout cas, de la partie financière, on tente de mettre en place des choses, mais on n'a pas encore réussi à matcher en fait les moyens financiers des concurrents. Les fameux deuxième et troisième rounds de financement des startups. Et ça, c'est un problème qui en effet dépasse la tech, qui est celui des marchés de capitaux européens, de leur profondeur insuffisante. Et je crois que les Européens en sont très conscients, sans parvenir à résoudre ça. Michel ? Oui, enfin, je rejoins complètement qu'a dit Yasmine avec une toute petite modération. La première, c'est qu'effectivement, on dit la Silicon Valley, c'est le berceau de la créativité. Non, la Silicon Valley, c'est le berceau du financement. Et enfin, en fait, en Europe, on souffre un peu quand même de manque de financement des pépites françaises. Moi, je peux en parler puisque l'année dernière, j'ai décidé de relancer dans l'aventure, de créer donc une société française dédiée au monde de la cybersécurité, des actifs critiques et industriels. Voilà. J'ai dit, je veux montrer qu'on est capable de pouvoir créer un acteur français, européen, qui joue au même niveau que les grands acteurs américains et israéliens. Donc j'ai fait rentrer des fonds 100% français, Thales, Definvest qui font du ministère des Armées et la Banque Postale. Donc voilà, j'ai réussi à lever. Okay, je suis avec eux en train de travailler sur un plan d'accélération et je sens que ça fonctionne plutôt bien. Alors on n'est pas dans les dimensions américaines où on va lever des centaines et des dizaines de centaines de millions d'euros, mais en tous les cas, on est suivi à partir du moment où on a un business plan qui est crédible et qui fonctionne bien. Le deuxième point, c'est que ça change un tout petit peu. C'est que le contexte géopolitique fait qu'aujourd'hui, les clients ont une appétence pour les technologies souveraines, à condition qu'elles rendent les mêmes fonctionnalités, qu'elles soient au même prix que les technologies américaines et israéliennes. Moi, je reviens, j'ai passé une semaine à Dubaï, et le fait d'avoir aujourd'hui une technologie française et européenne leur plaît. Effectivement, parce qu'ils ont aussi la prise de conscience qu'ils sont complètement dépendants des technologies américaines. Donc, c'est en train un tout petit peu de changer. Il faut l'accélérer. Je pense qu'il faut consolider aussi le marché. Je pense qu'effectivement, ce que font très bien les boîtes américaines, c'est qu'elles achètent des technologies intelligentes et elles créent un panel de solutions. On parle beaucoup de plateformes aujourd'hui de solutions et qu'avec ça, elles proposent à un client une solution qui est plus globale. Donc, il ne faut pas aussi hésiter en France à créer des build-up, etc., etc. C'est ce que j'essaye de construire. Moi, j'ai racheté une technologie, une société qui s'appelle Security il y a peu de temps pour essayer justement de dire, voilà, aujourd'hui, je suis crédible parce que j'amène les mêmes fonctionnalités que les technologies américaines et israéliennes. Je suis au bon prix et en plus, je suis européen. Donc à 100% européen, SecLab. À 100% européen, à 100% français d'ailleurs. Toute cette discussion et vos deux interventions pointent vers la question de la souveraineté, des moyens. Et je voudrais qu'on en parle. Mais peut-être avant, je voudrais tout de même terminer de faire le tour de cette question des moyens. Est-ce qu'on peut estimer maintenant, parce que là on a parlé des acteurs de la cybersécurité, donc des entreprises qui sont prêtes à fournir et qui sont en mesure de fournir une défense cyber souveraine. Mais évidemment, dans la défense, c'est une défense globale intégrée. Il y a aussi des outils étatiques. Tu parlais de Viginum tout à l'heure et de l'ANSSI. Est-ce qu'on peut considérer maintenant, Pablo, que l'État lui-même s'est mis en ordre de bataille et a suffisamment développé ses propres institutions de défense cyber, ou alors est-ce que c'est encore un chantier à venir ? Alors je pense que c'est pas un chantier tout à fait à venir, mais je suis moins spécialiste que Michel et Yasmine sur l'état des forces de l'écosystème français. Je voudrais peut-être élargir un tout petit peu la focale. On a souligné que la sécurité dans le cyberespace était un problème qui était systémique, qui était transnational, et qu'effectivement le renforcement de la sécurité nationale et internationale cyber, ça passe par un investissement dans l'écosystème local, mais ça passe également par des politiques de renforcement capacitaire à l'étranger. Et donc le cyber doit être part intégrante des politiques d'aide en développement. En France, on est un grand acteur de l'aide au développement. Ça commence à être pris en compte, notamment au niveau d'Expertise France. On voit chez les Allemands que la GIS, par exemple, prend aussi cet élément cyber dans leur politique de renforcement capacitaire à l'étranger. La Banque mondiale le fait également. Ça reste, là pour le coup, ça reste vraiment un chantier. Il y a encore un manque d'instruments internationaux qui permet de pérenniser et de rationaliser les efforts en matière d'aide au renforcement capacitaire. Alors non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan juridique et normatif, pour faire en sorte que les pays bénéficiaires ne deviennent pas
par faillite sur ces questions-là, ne deviennent pas un hub justement pour la cybercriminalité, pour la prolifération dont parlait Michel de ces capacités qui viennent nourrir la conflictualité dans le cyberespace. Donc effectivement, un élément de politique intérieure, d'investissement, de commande publique, de renforcement de l'écosystème local, mais également un élément qui doit être au cœur des politiques étrangères. International, oui, mais ce qui repose à nouveau le problème de la souveraineté. Alors, venons-en à cette question de la souveraineté et essayons de disséquer un peu ce que ça signifie, parce que évidemment les données ignorent les frontières, même si on essaye de les canaliser et de faire des clouds souverains et de les maintenir dans un endroit, mais on sait que le principe du numérique, c'est tout de même l'ouverture des machines par laquelle passe toute la valeur ajoutée, mais aussi les attaques. C'est toute la difficulté dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça veut dire une souveraineté? Et peut-être, Michel, en commençant par vous, est-ce que en France, on a une souveraineté numérique? Qu'est-ce que ça peut signifier? Est-ce qu'on a cette souveraineté numérique? Alors déjà, il faut bien catégoriser de quoi on va parler. La première chose, c'est il y a la souveraineté des infrastructures informatiques. Voilà, il ne faut quand même pas oublier que on n'hébergera des données que si on a une infrastructure informatique qui existe. Okay, les infrastructures aujourd'hui, on est 100% dépendant des Américains. Voilà. Donc je pense que là, il faut arrêter de penser qu'on va recréer un acteur qui va être capable de remplacer Cisco, Palo Alto, Dell, etc., etc. On est dépendant de ces gens-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est sur notre résilience. C'est comment justement on peut éviter de faire à ce que nos infrastructures soient sabotées, volontairement ou pas volontairement, par, Yasmine l'a souligné tout à l'heure, l'utilisation de backdoor, par l'utilisation des vulnérabilités de ce code, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on doit bosser, se dire comment on peut garantir une étanchéité des infrastructures qui sont critiques pour les entreprises et d'éviter justement que l'utilisation de backdoor puisse mettre à mal ces infrastructures. Il y a à peu près une année, il y a un éditeur de logiciels américain qui s'est trompé dans la mise à jour de son ODR, je pense, si mes souvenirs sont bons. C'était pas malveillant, mais en tous les cas, ça a planté plusieurs systèmes d'information dans les aéroports, etc., etc. Donc on voit que c'est possible. Et vu le président qu'on a aux États-Unis, s'il disait aujourd'hui, il y a un grand acteur américain, volontairement, tu me plantes toutes les mises à jour en Europe, imaginez les conséquences que ça pouvait avoir. Donc c'est un vrai sujet, il faut le travailler. Ensuite, il y a la souveraineté de nos données. Et ça, effectivement, là, on peut encore travailler sur le fait de dire les données aujourd'hui, c'est extrêmement sensible. C'est ce qui fait fonctionner aujourd'hui le système d'information. Comment on peut s'assurer que nos données extrêmement critiques soient le mieux protégées possible, justement, et donc peut-être en les gardant chez soi, à l'intérieur de ces systèmes d'information, ou en utilisant ce qu'on appelle les clouds souverains, qui sont aujourd'hui proposés par des alliances aujourd'hui de très grands acteurs, comme Bleu, comme Thales, etc., etc. Est-ce que, en refusant le matériel Huawei il y a quelques années, autour notamment de la 5G, on a fait un acte non pas négatif de refuser disons ce matériel-là, mais un acte positif de dépendance vis-à-vis des fournisseurs de matériel américains, de Cisco et des autres. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a troqué, est-ce qu'on a refusé de dépendre de l'un pour finalement de dépendre de l'autre? Est-ce que c'est à ça que c'est revenu? Un tout petit peu, en tous les faits. Voilà, on a analysé le risque en disant avec lequel on est le plus en confiance. Je parlais d'alliés et d'ennemis. Voilà, donc effectivement, il y a des décisions qui ont été prises. Effectivement, quand j'étais chez Orange, aucune installation de matériel chinois dans le cœur de réseau d'Orange. Voilà, c'est volontaire et c'est même exigé. Yasmine, sur cette question de la souveraineté, est-ce que d'abord on devrait rechercher cette souveraineté, ou alors parce qu'elle est si difficile à obtenir et d'avoir le continuum depuis des différentes couches, depuis la couche matérielle, la couche informatique jusqu'aux données, etc. C'est à la fois cher et peut-être illusoire. Est-ce que cette souveraineté est si importante, et est-ce qu'au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas être heureux dans la dépendance, ou alors est-ce que ça vous semble être une quête nécessaire et presque une politique offensive qu'on devrait faire de se défaire de ces souverainetés? Est-ce seulement possible?
Alors effectivement, je ne pense pas qu'il faille que nous soyons dépendants. C'est pas bon pour personne, de toute façon. Surtout être heureux d'être dépendant. Voilà. Donc oui, la souveraineté est importante. Michel l'a bien dit quand il parlait justement des États-Unis. Quand on voit le changement de gouvernement, on peut très bien du jour au lendemain avoir un président qui décide de tout couper. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a tout qui s'effondre, on ne peut pas l'accepter. Donc évidemment, la quête de la souveraineté est importante. Après, il faut redéfinir la question de la souveraineté. Déjà, est-ce qu'on parle de souveraineté française? Est-ce qu'on parle de souveraineté européenne? Déjà, c'est deux choses différentes. Bon, la souveraineté française, évidemment. La souveraineté européenne, je mettrai un point de réflexion qui est qu'aujourd'hui, on a des États qui n'ont pas du tout les mêmes inclinaisons politiques. Donc la notion de souveraineté française ne va pas être la même chose que la souveraineté polonaise parce qu'on n'a pas les mêmes alliés, on n'a pas les mêmes concurrents économiques. Donc moi, ça me paraît déjà, en termes de souveraineté européenne, déjà de redéfinir ce que c'est que la souveraineté et voir si on arrive à mettre 27 États effectivement en accord. Donc ça serait le premier point. Après, moi, je dirais aussi également, je reviens sur ce que dit Michel tout à l'heure quand il disait on ne va pas pouvoir recréer un Cisco et on ne va pas pouvoir recréer un Palo Alto, et il a tout à fait raison. On a d'abord raté le tournant du cloud il y a quelques années. Aujourd'hui, on essaye de rattraper l'IA, mais l'IA est très dépendante du cloud. La puissance de calcul pour pouvoir développer une IA puissante est liée en fait à notre capacité d'avoir un cloud. Or, aujourd'hui, comme je viens de le dire, on a déjà perdu la bataille du cloud. Donc l'IA, potentiellement, est celle qui va arriver. Donc effectivement, il faudrait redéfinir aussi la souveraineté. Est-ce qu'on a envie d'être souverain sur une technologie entière ou peut-être se dire qu'il faudrait qu'on soit souverain sur un maillon de la chaîne. Parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui potentiellement d'être complètement de bout en bout souverain sur une technologie, peut-être être souverain sur un maillon de la chaîne et donc rester indispensable justement dans cette chaîne de valeur. Donc je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser sur la définition de la souveraineté au niveau européen, la définition même de la souveraineté technologique, comment on doit la conceptualiser. À vous écouter, Yasmine, il y a des degrés de souveraineté et des degrés de dépendance. Je me souviens du livre blanc, je crois, de 2014, sauf erreur, qui, pour le secteur de la défense, là je ne parle plus de technologie, mais définissait des degrés de dépendance avec certains armements qui étaient quasiment à 100% autonomes, l'armement nucléaire évidemment, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de production des armes nucléaires françaises qui garantissent sa souveraineté et la dissuasion, et puis d'autres dans lesquels on était dépendant à 10% ou à 20%, ou alors pour le dire de façon positive, on était autonome à 80%, peut-être les avions de combat d'assaut et d'autres, mais pas à 100%. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser les choses, Michel, et essayer d'augmenter ce pourcentage, ce taux, entre guillemets, d'indépendance, parce que là, il semble qu'on soit à plus de 50% dépendant d'autres, et en particulier des États-Unis. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'a dit Yasmine, qui est important. C'est tout le monde est d'accord pour dire la seule souveraineté qui soit crédible aujourd'hui, c'est une souveraineté européenne. Et c'est le seul moyen de se défendre, parce qu'on lutte contre des blocs aujourd'hui qui sont des blocs extrêmement importants, les États-Unis, la Chine, l'Asie, etc., etc. Donc on ne pourrait être crédible que si on le fait au niveau européen. Et je la rejoins aussi sur le fait que, et c'est là que ça se complique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, notre seul moyen de défense, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais on dit les Américains innovent, les Chinois ils copient et les Européens ils régulent. Bon, voilà, notre seul moyen de défense aujourd'hui, c'est de réguler. Bon, c'est bien, c'est un moyen de défense pas comme un autre. Et on sort aujourd'hui des normes, par exemple, on dit NIS 2. Voilà, une nouvelle norme aujourd'hui pour obliger les gens à se protéger, à étendre les normes d'entreprise qui vont devoir être obligés, qui sont obligés de se protéger. Le problème, c'est que cette transposition, elle est nationale. Donc aujourd'hui, la loi doit être transposée dans 27 pays différents qui vont chacun amender un petit peu. Imaginez, pour un RSSI aujourd'hui d'une boîte internationale, qui se retrouve avec 27 normes différentes dans les 27 pays où on a des usines, par exemple. C'est ingérable. Voilà. C'est ça qu'il faut essayer de légiférer. C'est de dire, faisons par exemple que, je sais pas, quand le siège social est en France, la boîte, même si elle est à l'international, dépend aujourd'hui de la norme française, quoi. Voilà. Tout ça, c'est pas encore tout à fait défini. Moi, je trouve aussi qu'on n'interroge pas assez les gens du terrain. Tout ça, ça se fait avec des politiques, voilà, qui décident aujourd'hui de est-ce qu'on va mettre tel amendement, ceci, cela. Nous, on n'a jamais été... moi, je travaille depuis 35 ans dans la cyber. On n'a même pas été contacté par les gens aujourd'hui de l'Assemblée nationale pour pouvoir regarder ce qu'on pouvait faire sur la transposition. Si, il y a Desfinas Panou à l'Europe qui a interrogé plusieurs industriels pour dire, tiens, dans le cadre du nouveau CRA, aujourd'hui, du CRA, qu'est-ce qui serait pour vous CRA, Cyber Resiliency Act. Acte de l'Union européenne. Exactement. Voilà. Là, effectivement, ils ont eu la démarche de se tourner vers l'industriel et de dire qu'est-ce qui est applicable dans vos entreprises ou pas. Donc voilà, c'est un vrai sujet, c'est un sujet extrêmement compliqué, la souveraineté. Ouais. Pablo ? Oui, pour rebondir un peu sur ce que disait Yasmine, effectivement, il y a un problème d'interopérabilité, il y a un problème d'harmonisation, comme disait Michel, dans
les politiques de transposition au niveau national. Et puis, il y a aussi des divergences sur la volonté commune de se soumettre à un degré à peu près harmonieux de dépendance. Et ça ne concerne pas forcément que le cyber ou le numérique, ça concerne la difficulté plus large de l'Europe de maintenir ou de développer des industries de pointe. Et c'est également assez visible dans le secteur de l'armement depuis 2022 en particulier. Je pense qu'il y a quand même un travail récent, un rapport qui est pas tout à fait négligeable sur la question, qui est le rapport Draghi, dont on fête l'anniversaire, parce qu'il avait été publié en septembre 2024. À la suite de quoi, il y a un think tank bruxellois qui a créé ce qui s'appelle un observatoire Draghi, et qui en fait vient quantifier sur le temps long le niveau de mise en œuvre par la Commission européenne des préconisations du rapport Draghi, qui est sur l'innovation et la compétitivité, mais ça a des implications qui sont évidentes en matière de souveraineté et de disponibilité d'alternatives, alors qu'ils sont pas forcément à l'échelle de Cisco ou de Palo Alto Networks, mais en tout cas d'alternatives intermédiaires sur lesquelles on pourrait éventuellement se reposer. Et l'audit qui est paru en septembre 2025, donc le mois dernier, observe que pour le secteur de la tech et du numérique, il y a le plus faible taux de mise en œuvre de tous les secteurs qui ont été analysés. Donc on peut avoir plusieurs grilles de lecture là-dessus, mais en tout cas il y a beaucoup de boulot qui reste à faire. Merci. Je voudrais finir et peut-être rester avec toi, Pablo, finir cet épisode du podcast en parlant de l'IA. Yasmine a pointé vers ce sujet tout à l'heure et donc je voudrais y arriver maintenant parce que, évidemment, comme je le disais en introduction, l'IA change un peu les règles du jeu, peut-être pas autant qu'on le pense, parce qu'évidemment, elle permet de démultiplier les attaques et c'est un grand sujet de préoccupation. Elle permet aussi d'automatiser et de faire progresser les défenses. L'épée et le bouclier se trouvent tous les deux avancés par l'IA. Ce travail sur le lien, le nexus, comme on dit, entre l'IA et le cyber, c'est quelque chose que le Forum de Paris a commencé à explorer. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un champ qu'on a décidé d'investir à partir de septembre 2024, également en préparation du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, et qui s'intéressait en particulier sur les possibilités de mésusage de l'IA pour amplifier ou pour sophistiquer des cyberattaques. On a fait aussi référence à un rapport scientifique international qui a été coordonné par Yoshua Bengio, qui est médaille Turing 2018, et qui sera d'ailleurs présent à la 8e édition du forum, et qui a rassemblé un panel d'une quarantaine de scientifiques pour sortir des hypothèses et voir les tendances qui existent déjà sur la réalité du terrain. On voit qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas sur un saut substantiel, total, de la pratique des cyberattaques. Effectivement, l'IA vient faciliter, vient systématiser certaines étapes, notamment au niveau de l'intelligence, du renseignement, au niveau de l'ingénierie sociale. Mais voilà, ce n'est pas encore un levier multiplicateur de cyberattaques comme on pouvait l'imaginer. Ça ne veut pas dire qu'aucune action, aucune régulation doit être prise en prévention de ces risques-là. Aujourd'hui, les efforts de régulation se sont beaucoup portés sur la prévention par les développeurs et les déployeurs de modèles de ces risques actuels ou supposés. Nous, on pense qu'il faut également à un moment que la question de la régulation des usages pour les utilisateurs finaux se pose, parce que pour l'instant, c'est la grande oubliée, entre guillemets, des débats internationaux. Il y a des pratiques qui sont nouvelles, l'injection de prompt, le jailbreak, avec une question de... Le jailbreak, est-ce que tu peux... L'injonction de prompt, je crois que je peux encore comprendre. Par contre, le jailbreak... Peut-être Yasmine qui... Yasmine, éclairez-nous. Alors en fait, le jailbreak, tu me diras, c'est ce que tu entendais par là. En fait, c'est l'utilisation notamment en fait de techniques pour pouvoir amener en fait l'IA à faire une activité sur laquelle elle était censurée initialement. Elle était interdite. Donc, typiquement, le truc classique pour les gens qui nous suivent, c'est quand vous alliez sur ChatGPT et que vous lui demandez par exemple comment on construit une bombe, il va pas pouvoir vous répondre. Donc vous allez mettre en place des prompts où vous allez potentiellement contourner justement la demande initiale pour l'amener finalement à vous donner la réponse que vous souhaitez. D'accord. Ouais. Et donc c'est la régulation
définition. Et donc effectivement, à un moment, il va falloir de l'usage final. Voilà, il va falloir aussi se poser la question de réguler ces nouvelles pratiques qui visent à détourner l'usage initialement prévu des modèles, avec une question de gouvernance qui est assez vertigineuse et qu'on va essayer de traiter dans les prochains mois et les prochaines années, qui est de savoir, lorsque des cas de mésusage de l'IA dans le cyberespace, mais éventuellement pour d'autres secteurs critiques comme les risques biologiques, les risques nucléaires, les risques radiologiques seront avérés, quelle est la part de responsabilité entre le développeur ou le déployeur qui n'a pas su prévenir ces risques et l'utilisateur final qui est l'auteur de l'acte préjudiciable. Et qui a utilisé l'IA. Voilà. Yasmine, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Pablo, c'est-à-dire l'IA, il n'y a pas de révolution IA de la cybersécurité, il y a peut-être un effet d'échelle et de facilitation, mais au fond, ça ne fait pas beaucoup changer les lignes de bataille. Et puis, on a l'impression aussi que l'IA est beaucoup utilisée de façon frauduleuse, crapuleuse, etc., pour des arnaques, disons, de se faire passer justement l'arnaque au président ou des choses comme ça, mais pas tellement pour la cybersécurité à proprement parler. Est-ce que c'est l'approche à risque intel que vous avez également sur cette question du lien entre cyber et IA, ou alors est-ce que vous voyez davantage de révolution dans l'arrivée de l'IA ? Alors, je dirais un peu des deux. C'est-à-dire qu'initialement, par exemple, pour les IA type LLM, il n'y a pas eu de révolution en soi. Par contre, effectivement, et vous le disiez tout à l'heure, ça a permis en fait de donner des attaques boostées sous stéroïdes, en fait, tout simplement. Ça a permis aux hackers de pouvoir faire des attaques qui soient très réalistes, notamment pour les campagnes de phishing, en faire des milliers en même temps, là où avant, il fallait en faire l'un après l'autre, toucher des langues rares. Avant, c'était compliqué, par exemple, pour un hacker en Chine de nous faire un mail en français. On sait combien la langue française est très difficile. Aujourd'hui, avec une IA, c'est facilement traduisable et vous n'y voyez rien. Donc, on va dire que sur la première couche, donc l'arrivée des LLM, on est plutôt, effectivement, sur pas une révolution, mais on a réussi à booster. Et en plus, ça a permis de diminuer en fait le niveau des hackers d'entrer sur le marché. Moi, j'avais un directeur de la cyber qui nous expliquait qu'aujourd'hui, on n'avait plus besoin d'être particulièrement compétent techniquement parlant, puisqu'on avait des IA qui pouvaient... Il y avait Worm GPT, justement, qui était une version de GPT, mais pour les hackers, qui pouvaient en fait vous donner du code malveillant de façon automatique. Donc, je dirais que sur cette couche-là, c'est pas une révolution, mais ça a donné un énorme boost. Par contre, ce que je comprends de la part des experts qui sont arrivés sur nos tables rondes récemment, c'est qu'on a l'IA agentique, et donc les agents IA autonomes, et là, il va y avoir une révolution. Là, de ce que j'entends et de ce qu'on me dit, il va y avoir un changement de paradigme. Parce qu'on va programmer des IA pour qu'elles fassent le travail toutes seules, sans supervision humaine, et qu'elles aillent embêter telle ou telle entreprise de façon incessante, sans même qu'il y ait besoin de quelqu'un qui passe des heures. Alors, dans les deux cas, moi, c'est vrai que j'ai pas interviewé des hackers, donc j'ai plutôt eu les experts en cybersécurité qui ont développé et qui développent en fait des IA agentiques dans le cadre de la défense et de l'accompagnement des équipes en cybersécurité. Et alors, ils vous diront tous la même chose, on aura toujours une couche humaine pour vérifier, on ne peut pas laisser des choses aussi sensibles que la cybersécurité d'une société aux mains d'une machine, parce qu'une machine reste faillible par définition. Donc il y aura toujours une couche humaine, mais effectivement, par définition, une IA agentique, ça va être des agents IA autonomes qui sont capables de faire des tâches et de réfléchir par eux-mêmes quelque part. Michel, on va devoir bientôt clore. Sur cette question du nexus, comme on dit dans notre jargon, entre l'IA et la cyber, qu'est-ce que vous observez et qu'est-ce qu'il faut penser ? Ce qu'il faut penser, c'est que le problème de la cybersécurité, c'est que souvent, on arrive à la fin de la bataille. Voilà. Souvent, les gens développent, mettent en place des infrastructures, mettent en place des applications, et à la fin, on dit au gars de la cyber, tiens, tu peux regarder si c'est bien cybersécurisé. Donc, pour une fois, on va essayer de travailler en parallèle des développements et de faire à ce que les gens de l'IA et de la cybersécurité puissent se parler le plus vite possible. C'est extrêmement important. Yasmine, elle le dit, ça va aller vite et extrêmement vite. Et si on est là derrière nous, avec notre truc de secours, avec nos sparadraps pour boucher les trous, on reva directement à la catastrophe parce qu'on va être noyé par cette vague aujourd'hui d'intelligence artificielle. Donc, profitons aujourd'hui que le phénomène arrive pour que directement la cybersécurité design, soit comme on dit en bon français, le design, isoler les IA sensibles, voilà, c'est beaucoup de bon sens. On parle d'empoisonnement d'IA aujourd'hui pour lui faire raconter n'importe quoi. Voilà, tout ça aujourd'hui, je pense que les risques sont connus. Maintenant, il faut y mettre les moyens et il faut imposer justement que l'IA qui sera à destination du grand public soit mise sur le marché avec un minimum de cybersécurité. Voilà, je pense que si on peut faire quelque chose, c'est le bon moment, il faut le faire maintenant.
Excellent. Et sur ces mots, on va terminer. Je voudrais juste donner une dernière fois la parole à Pablo, peut-être pour nous dire ce qui sera fait à la fin du mois, fin octobre donc, de 2025, autour du forum, justement sur cette question IA et cyber, puisque c'est toi qui t'en occupes. Tout à fait. Deux choses qui ont trait effectivement au sujet qui ont été discutés aujourd'hui. On aura un séminaire le 28 octobre sur l'utilisation des technologies émergentes, cyber, mais pas seulement, notamment les applications militaires de l'IA et les applications des technologies de l'information dans les nouveaux conflits armés, qui sera organisé en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, Access-No, et le Centre de la Haye pour les études stratégiques. Voilà, donc une demi-journée de 3 heures qui permettra de faire le point sur les nouvelles tendances et sur les initiatives internationales dans ce champ. Dans le cadre de l'événement principal, donc du programme principal du forum, on aura effectivement une session de haut niveau sur la sécurité de l'IA et ses risques de mésusage, dont on a parlé brièvement, avec des acteurs de premier plan, notamment Yoshua Bengio, notamment des leaders du secteur privé, qui vont effectivement nous renseigner sur ce qui est à attendre, ce qui est déjà là, et sur les cadres de gouvernance qui peuvent être éventuellement créés ou qui peuvent être mis à profit s'ils existent déjà. Formidable. Je dis aussi aux auditeurs de ce podcast qui pourront suivre certaines de ces sessions en ligne, enfin celles qui seront publiques. Pablo, donc tu es responsable cybersécurité au forum. Un grand merci d'avoir participé, mais je voudrais exprimer notre gratitude à nos deux invités extérieurs, Yasmine Douadi, dont je rappelle qu'elle est la fondatrice de Riskintel Group, et Michel Vandenberg, le président de SecLab. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment passionnant ce deuxième épisode de podcast, et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Justin.